Marine Le Pen, Alain Juppé, Jérôme Dupond-Moretti, Serge Dassault, le couple Balkany, Sarkozy, Jean-Christophe, François Pupponi, Anne-Christine Lang, le frigo de Falcon. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. En France, en 2017, 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires. Alors je me suis demandé si la France était un pays corrompu. Alors d'abord, la définition. La corruption en politique, plus précisément les atteintes à la probité, c'est utiliser son pouvoir public pour un avantage perso illégal. C'est le trafic d'influence, le détournement de fonds publics, le plaisir de chier sur les étudiants, bon ça c'est pas illégal. Cette année, la France a chuté de 5 places au classement Transparency qui calcule le taux de corruption d'un pays. Le classement Transparency, là, on est 25e, juste derrière les Émirats Arabes Unis. Ah, devant Taïwan quand même. Pour la première fois, la France rentre dans la catégorie des pays qui risquent de perdre le contrôle de la corruption. Le ministère de l'Intérieur lui-même a montré dans une étude que de 2016 à 2021, il y a eu une augmentation de plus de 28% des infractions d'atteinte à la probité. Et bien que je ne sache pas ce que veut dire le mot probité, en tout cas, il y a beaucoup plus de corruption. Ces délinquants sont majoritairement des hommes, à 78%, et âgés de 44 à 54 ans, à 26%. Ce qui donne à peu près ce portrait robot. À peu près, hein, c'est pas une science exacte. Alors pour comprendre pourquoi la corruption des politiques est si présente en France, je suis allé voir Mediapart, qui a enquêté sur plusieurs affaires et qui a tout de suite accepté de me recevoir. Oui, bonjour. J'avais rendez-vous avec Marine Turchi. Je suis journaliste pour Urbania. Urbania. Je suis journaliste comme vous. Allez, dégage. Malgré le durcissement des lois, malgré le fait qu'il y ait des médias d'enquête, il y a encore une explosion des atteintes à la probité. Il y a un sentiment d'impunité qui est là, qui est toujours là. Aujourd'hui, un ministre qui est mis en cause dans une affaire, il ne démissionne pas. On peut le mesurer aussi aux légions d'honneur, aux décorations qui sont remises par l'État au plus haut niveau à des personnes qui sont mises en cause dans des affaires de corruption ou d'atteinte à la probité publique. On voit bien qu'on peut être mis en cause dans des affaires, condamné, réélu. Et puis il y en a d'autres qui pensent que finalement, au nom d'un prétendu tous pourri, tout le monde ferait pareil dans la classe politique, alors pourquoi se priver? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu au Rassemblement national. Tout ça, ces petits cailloux, si on les met ensemble, ça dessine un nuage d'impunité. Ce grand sentiment d'impunité vient aussi du fait que la France est un des seuls pays à avoir une cour de justice de la République. C'est un tribunal d'exception dont les juges sont des parlementaires et qui sont la seule juridiction habilitée à condamner les membres du gouvernement. En gros, c'est le monde politique qui juge lui-même. Est-ce que tu es un pourri qui fait partie d'un monde politique corrompu? Non, je ne suis pas un pourri qui fait partie d'un monde politique corrompu. Ok, innocent. Merci, de rien. On s'embrasse. Allez. Non mais qu'est-ce que tu fous avec ce sujet en retard là? Ça bosse, la corruption, probité, argent. Si les politiques osent la corruption aussi, c'est parce que quand ils se font attraper, les gens continuent quand même de voter pour eux. Marine Le Pen, par exemple, condamnée à 4 ans de prison pour avoir détourné 474 000 €, obtiendrait toujours entre 32% et 36% à l'élection présidentielle. Alors pour creuser un peu plus et trouver les raisons de cette tendance à la corruption, j'ai pensé à Emma Taillefer, vice-présidente de l'association Anticorps, qui s'est fait une joie d'y répondre. En France, on a été très avant-gardiste dans les années 2015 sur une vraie stratégie de lutte contre la corruption. En fait, du coup, tous les outils sont là, toutes les institutions sont là. Le problème, en fait, il y a deux problèmes. C'est le premier, on manque de moyens. On a uniquement une vingtaine de magistrats au PNF pour plus de 700 affaires. Donc clairement, humainement, ce n'est pas possible de tous les traiter. Donc c'est pour ça qu'on a des délais qui s'allongent de plus en plus et qu'on finit par traiter en fait les affaires 6, 7, 8 ans après leur révélation. Et on a un deuxième problème, c'est qu'on a un manque de volonté politique, et notamment en ce moment, le chantier de la corruption, c'est plus du tout un chantier prioritaire. On se rend compte qu'il y a une espèce de vague de protection de la caste politique qui se sent troublée, qui se sent piégée, qui se sent attaquée par des juges qui seraient politisés, alors qu'en fait les juges, on le rappelle, ils sont là pour appliquer la loi, et ils sont là pour exécuter des lois qui sont votées par les responsables politiques eux-mêmes. Les 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron, ressentis 15 ans, ont été l'équivalent d'un coup de coude dans le plexus de la lutte contre la corruption. Alors qu'en 2017, après l'affaire Fillon, il avait promis l'exemplarité des élus. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Pensez-vous que c'est possible lorsqu'on a soi-même des démêlés qui préexistaient? Je ne crois pas. Il a vite abandonné, quand il a vu qu'une quarantaine de macronistes étaient condamnés ou mis en examen pendant ces 2 mandats. J'ai eu ensuite plusieurs ministres, durant mon premier mandat, qui ont été mis en examen. Et en effet, ministre de la Culture, dans une affaire dont je n'ai pas à connaître. Il y avait une vieille jurisprudence qui existait dans notre pays, qui fait qu'en effet, quand un ministre était mis en examen, il devait quitter la table du Conseil parce qu'il avait un de ses collègues qui pouvait donner une instruction individuelle au parquet. C'est interdit maintenant. Donc, oui, ce faisant,
Il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter. Il y a juste là aussi une forme de bon sens. C'est ce qu'on appelle un retournement de veste trop gros. Regardez-le, pensez-vous qu'il rigole? Zéro. L'association Anticorps, justement, qui estime que la corruption coûterait à la France jusqu'à 120 milliards d'euros chaque année, a été privée d'agrément récemment, après avoir visé des membres du gouvernement comme Éric Dupond-Moretti ou Alexis Kohler. Il y a une sorte de fatalisme face aux affaires, et ça c'est quand même quelque chose de très français, comme si c'était des soubresauts de la vie publique qui étaient de toute façon quelque chose qui arrivait. Ce qui est important, c'est d'expliquer, de faire la pédagogie auprès du grand public de ce que c'est la corruption, de ce que ça entraîne comme préjudice. On a réussi à le faire sur la question des violences sexuelles et sexistes. Les gens aujourd'hui comprennent ce que c'est le préjudice. Il faut réussir à faire cette pédagogie sur la corruption. Quand les gens comprendront que cet argent, c'est notre argent, que c'est l'argent du bien commun, tout ce qui ne va pas encore une fois dans les crèches, dans les écoles, dans les hôpitaux, peut-être qu'il y aura un peu plus de capacité d'indignation. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas finalement, ou il y a de moins en moins, de capacité à s'indigner des affaires de corruption. Le récent baromètre Cevipof 2025 a montré que seuls 26% des Français ont confiance dans la politique. Pour comparer, c'est 47% en Allemagne et 39% en Italie. Et en 2023, selon Harris Interactive, 9 Français sur 10 estimaient que les personnes exerçant des responsabilités sont corrompues pour une grande partie d'entre elles. Le problème majeur de la corruption en France, c'est que si les Français se sentent plus représentés dans leur démocratie, ils risquent de se tourner vers des régimes beaucoup plus autoritaires. Oh.